Eh bien, aujourd'hui, Israël confirme et s'excuse pour cette image où l'on voit un soldat israélien frapper une représentation de Jésus-Christ crucifié à la tête. Eh bien, le représentant du FBI dit que ce ne sont pas les valeurs des soldats israéliens. Mais bon, évidemment, cette image a fait le tour du monde. Une autre image attire également l'attention. Eh bien, il s'agit des attaques contre ces embarcations qui, selon le Pentagone, seraient suspectées de trafic de drogue. Ce n'est pas un sujet qui attire particulièrement l'attention, évidemment, sans preuve concrète, à part des photos prises de loin et, soi-disant, des informations issues du renseignement, sans qu'on voit vraiment de preuves. Cela dit, ils ont éliminé 3 autres personnes, cette fois dans les Caraïbes, selon ce que dit les États-Unis. Ce matin, selon les ordres du commandement Sud, le général Francis Lele Donovan a affirmé que, eh bien, c'est le mouvement qui a eu lieu. Le navire était exploité par une organisation qui, selon eux, est terroriste. 3, selon eux, narcoterroristes, ont été abattus, sans donner plus d'explications ni les noms des personnes abattues. Et évidemment, eh bien, c'est un sujet qui relève d'une exécution extrajudiciaire. Ce n'est pas ainsi que le Pentagone opère actuellement. Aussi, eh bien, on montre cette image surprenante de la Chine. Cela se fait, eh bien. Voici l'un des robots qui a participé au semi-marathon de, 21 km qui a eu lieu en Chine. Des robots ont participé. Voici l'un d'entre eux, ce n'est pas le gagnant, mais en vérité, il va à une vitesse assez intéressante. Écoutons le bruit de ses pas. Bonjour. Bonjour. Eh bien, c'est en quelque sorte une partie du parcours qu'ils font. Voici le gagnant d'ailleurs. Voici l'image du gagnant, celle-ci est celle de 2026, c'est le gagnant. Il est déjà arrivé, c'est-à-dire un peu déshydraté, il commençait à vaciller. Le voilà, il va franchir la ligne d'arrivée. Regardez, c'est bien celui de 2026, n'est-ce pas? Voyons voir. 2025, comment cela s'est passé? Regardez, en 2025, c'était beaucoup plus lent, c'est-à-dire, regardez, 2025, il arrive beaucoup plus lentement, c'est-à-dire, l'évolution d'une année à l'autre, franchement, c'est surprenant. Il faudrait voir le chiffre final quand même, non? Il faudrait voir la distance maintenant, on va voir les détails tout de suite, d'accord? Aujourd'hui, nous avons tous les détails du rapport. Je voulais vous montrer cette image à l'avance et l'autre image que nous voyons attire aussi l'attention. Eh bien, ici, nous voyons ce qui serait le groupe de milices à l'intérieur de Gaza, anti-Hamas, qui, en ce moment, avec Israël, mènent une opération pour désarmer les groupes restants du Hamas. Eh bien, c'est ce qui reste de ce groupe radical là-bas à Gaza. Cette autre image que nous voyons ici attire aussi l'attention. Ici, nous voyons donc l'agence d'État iranienne Tasmin, qui est essentiellement la voix du corps des gardiens de la révolution islamique, où ils affirment que les forces iraniennes ont attaqué certains navires militaires américains avec des drones. Ceci en réponse à l'attaque, ce qui, eh bien, non. À la détention qui a eu lieu aujourd'hui d'un navire iranien appelé Tosca par les États-Unis. L'image sur cet iPhone est impressionnante. Une photo de l'astronaute de l'autre côté de la Lune, n'est-ce pas? Avec un iPhone, ils ont pu enregistrer, non? Quelle est la situation? On voit la Terre, n'est-ce pas? Nous voyons comment la Terre disparaît derrière la Lune. Exactement. Eh bien, c'est très intéressant ce qui se passe là-bas et aussi ce qui s'est passé. C'est un enregistrement, évidemment, d'Orion du projet Artemis 2, lorsqu'ils étaient pour là-bas dans l'espace. Un sujet qui, eh bien, sert aussi de publicité à l'iPhone, évidemment. Non, c'est la meilleure image de l'iPhone X7 de 2026. Eh bien oui, eh bien oui. Une autre image qui attire aussi l'attention, c'est cette image-ci. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ici, nous voyons, eh bien, aujourd'hui, il y a eu une très forte tempête avec de la grêle en Arabie Saoudite, et voilà les dégâts que ça a causés, hein? Voilà l'image pendant la chute de grêle, on voit comment c'était, mais c'est vrai que c'était vraiment intense dans cette région. Eh bien, ça, c'est en Arabie Saoudite. Nous avons déjà parlé des fortes chutes de grêle qui se sont produites par là-bas et des tempêtes qui ont frappé ces derniers jours. Eh bien, c'est aussi une partie de ce qui s'est passé. Une autre image qui attire l'attention, c'est ce que nous voyons ici. Si vous regardez bien, ce sont des drones qui attaquent à nouveau le port russe de la mer Noire à Tuafs. La défense aérienne russe serait active. Voyons si l'on entend quelque chose. Allons-y. Là-bas, au fond, on entend le drone, là où il tire, évidemment.
Eh bien ça aussi, ça fait partie de ce qui se passe. Et puis, il y a aussi cette autre image. Que se passe-t-il? C'est la grêle d'Arabie Saoudite. Aïe, aïe, disons que c'est l'avant-goût. C'est l'avant-goût, disons, de toute cette tempête. Très violent, non? Incroyable, hein? Oui, oui, oui. Ce sont des images qui deviennent de plus en plus courantes en Arabie Saoudite, un pays désertique mais qui, d'une certaine manière, reçoit de la pluie chaque année de façon assez intéressante. Aussi, bon, eh bien, passons à d'autres sujets, abordons aussi d'autres thèmes importants. Voici aussi cette image. C'est une image de l'endroit où sont allés les drones dont nous parlions il y a un instant, là-bas en Russie. Eh bien, ceci est déjà l'attaque, disons après que l'attaque ait eu lieu. D'après les rapports, ils auraient frappé le dépôt de pétrole dans une zone d'exportation à Tuapse, chez Rosneft. Celle-ci, eh bien, d'après les rapports, a évidemment provoqué des explosions et des incendies. En ce moment, un autre dépôt est également en train de brûler en Russie. Il s'agit d'une attaque à grande échelle de la part de l'Ukraine contre des infrastructures pétrolières dans le sud de la Russie. C'est un sujet qui dure déjà depuis un bon moment, cela fait déjà plusieurs mois qu'ils attaquent de cette manière. Un sujet évidemment surprenant. Et un autre sujet qui attire également l'attention, c'est ce que nous voyons ici. Ceci a été filmé par un pilote au Portugal ou au-dessus du Portugal alors qu'il se rendait de San Francisco à Lisbonne, d'accord? C'était en 2023. C'est une vieille image, mais la vérité, c'est qu'elle est magnifique. Elle est vraiment belle, c'est vrai. Une autre image qui attire aussi l'attention, c'est celle que nous allons voir dans un instant, avec les déclarations de Tim Burchett. Vous vous souvenez de ce député? Nous allons le voir dans un moment. Le député a donné une interview sur News Nation et nous allons voir un petit extrait de cette interview. En vérité, ce que dit le député des États-Unis à propos du phénomène ufologique et de ce que l'on souhaite est vraiment intéressant. Tout de suite. Eh bien, il s'agit essentiellement de diffuser, n'est-ce pas? C'est un sujet de transparence sur lequel ils font beaucoup de pression auprès des services de renseignement des États-Unis. C'est aussi un sujet dont nous allons parler dans quelques instants, mais nous devons maintenant aborder la potentielle escalade qui pourrait avoir lieu là-bas en Iran. Regardons en détail ce qui se passe ici. Et pendant que vous arrivez en direct, mettez un like, partagez la vidéo. Votre participation sur la chaîne est très importante. Merci beaucoup, au fait. Merci de nous aider à partager, à mettre un like. Eh bien, c'est comme ça que la communauté va grandir. Merci beaucoup pour cela. Un énorme salut à Rublox, à Novak, évidemment à Blanca Barcelo, à tous ceux qui arrivent. Merci beaucoup. Tabatia, comment vas-tu? Alba, Manuel, MTF, d'accord. Salut Ben! Salut Ben et à tous, abordons d'autres sujets importants. Il y a une déclaration faite par l'Iran lui-même qui, disent essentiellement que cela serait sur le point de s'intensifier. Non, allons, cela s'annonce déjà comme une escalade. Une source iranienne aurait déclaré aux médias Al-Hasira qu'il existe un fossé entre les affirmations de Trump, d'une part, et d'autre part, la réalité. Ils avertissent cependant que le fait de recourir constamment à la tromperie a provoqué une nouvelle escalade. Et la réalité, c'est qu'en effet, il y a eu des tromperies des deux côtés en permanence, et la vérité, c'est qu'il est tout à fait compréhensible qu'il n'y ait pas de confiance. Même s'il n'y a pas de confiance, il y a un indicateur qui montre qu'il y a de l'incertitude, mais que cela ne s'intensifie pas fortement. Même si cela en a l'air et qu'il y a effectivement eu des coups de feu et que nous allons rapporter certaines situations à risque, cela n'a pas été suffisamment problématique, du moins en ce qui concerne le nombre que l'on observe actuellement. Oui, il s'est passé de 90 $ à 95 $ le prix du Brent, mais bon, tant que cela ne dépasse pas les 100, il semble qu'il y ait encore l'espoir qu'il y aura une conversation.
Et cela parce que, eh bien, Donald Trump assure que mardi prochain, il y aura une conversation. Les mouvements sont en cours. Une autre chose qui montrerait aussi qu'il y a peut-être une sorte de négociation, c'est que le Pakistan est déjà en train de prendre toutes les mesures de sécurité. Pour se préparer au sommet, disons-le, à la réunion entre l'Iran et les États-Unis. Et donc, eh bien, ce dialogue est censé avoir lieu mardi en théorie, mais en même temps, il y a aussi des signes de conflit. Oui, parce que d'un côté, on voit Donald Trump qui affirme que les discussions vont reprendre mardi, alors qu'apparemment aujourd'hui, il n'y a absolument rien eu. Mais l'Iran dit aussi que c'est un mensonge, qu'aucune conversation ne va reprendre, que rien ne se fera tant qu'ils n'obtiendront pas ce qu'ils demandent, n'est-ce pas? En gros, ils demandent qu'on leur enlève qu'on lève le blocus sur les ports. Et donc aujourd'hui, avec ce qui se passe avec la détention de ce pétrolier fantôme, il me semble que c'est un navire fantôme. Oui, c'est un navire fantôme. Ce navire qui a été arrêté aujourd'hui était déjà répertorié. Il était sanctionné. Il était sanctionné, exactement. Alors, bon, ça n'aide pas non plus, évidemment. Alors, bon, Trump a déclaré aujourd'hui que les envoyés de la Maison-Blanche, qui sont Jared Kushner et Steve Witkoff, qu'en fin de compte, la participation de J.D. Vance a finalement été annulée. Ils ont dit que c'était pour des raisons de sécurité, encore une fois, même si la dernière fois, ils avaient dit la même chose et il y est quand même allé. Cette fois, ils ont aussi dit qu'il allait venir et ensuite sa venue a été annulée, et cette fois pour de bon. Mais bon, ce sont eux deux qui sont venus. Apparemment, ça ne lui importe pas s'ils en perdent un. Allez, donc c'est bien cette information précise que tu avances. C'est selon ce que rapportait d'abord, il me semble, ABC News, qui disait que J.D. Vance ne va tout simplement plus diriger la délégation diplomatique. Mais cela était aussi logique. C'est-à-dire, oui, pour des raisons de sécurité, peu importe. Je pense que J.D. Vance n'avait rien à faire là, sincèrement. Ils doivent laisser ça à quelqu'un d'autre. En tout cas, Marco Rubio pourrait être une personne plus ferme, mais aussi quelqu'un qui connaît mieux la politique et qui sait jusqu'où il peut céder et jusqu'où il ne peut pas. J.D. Vance, la seule approche qu'il allait avoir là, c'était l'approche, disons, MAGA, de ne pas agir pour envoyer des troupes. Pour une solution durable, choisis un personnage avec du pouvoir, car J.D. Vance, en tant que vice-président, n'en a pas. Le vice-président agit quasiment en observateur. Un Marco Rubio comme secrétaire d'État, principal conseiller sécurité à la Maison-Blanche. Il faut rappeler qu'il occupe plusieurs postes qui, en gros, sont les mêmes que ceux qu'Henry Kissinger a occupés à son époque. Ce sont les seuls à avoir eu ces postes, Kissinger et Marco Rubio. Disons, je ne les compare pas, ils ne sont pas les mêmes ni rien de ce genre, mais ils remplissent ces critères d'avoir ce niveau de pouvoir. Pourquoi ? Parce que, d'une manière ou d'une autre, Trump, malgré l'inimitié qui existait avant qu'il ne devienne président élu pour la deuxième fois, eh bien, il y avait de forts débats entre Marco Rubio et Donald Trump. Ils se disaient un peu de tout, mais en même temps, ils se respectent quand il s'agit de travailler et d'agir en tant qu'homme politique. Et Marco Rubio est un fin manœuvrier, il sait comment s'y prendre, il est discipliné, c'est un personnage qui a certaines caractéristiques à ce sujet. Il faut se rappeler de son. Cela le montre ainsi, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un personnage très religieux à un moment donné, il a été ce qu'on appelle ce. Non, c'est qu'il a été dans une religion, puis dans une autre, et il n'est pas resté dans une autre. Il a changé 2 ou 3 fois, mais disons qu'il a été très mormon. Il a été mormon, il me semble qu'il a été mormon, il était comme ceux qui vont et frappant à la porte. Il y en avait un qui était témoin de Jéhovah, puis il est devenu catholique ou est revenu au catholicisme. Sa famille était à l'origine catholique, comme souvent à Cuba, il a changé puis est revenu. Eh bien, il a eu des changements, mais bon, un changement de religion. Le changement de J.D. Vance a été dans son nom, il a changé de nom 4 ou 5 fois, tu savais ça ? Oui. C'est-à-dire, J.D. Vance est une invention, en fait, J.D. Vance n'existe pas. Ni son nom de famille, ni son prénom, en fait, il s'invente une vie. Mais son nom est totalement différent. Il se vend à travers une histoire dans un film qui est à moitié mensonge, à moitié vérité, et il s'est construit un personnage qui a été créé dans la fiction, en gros J.D. Vance, et il essaie de se présenter comme quelqu'un issu d'un milieu modeste, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Celui qui vient vraiment d'un milieu modeste, en tout cas, c'est Marco Rubio, c'est-à-dire sa famille, oui vraiment, ses parents travaillaient trop dur pour gagner leur pain chaque jour, en gros, et lui, il a vraiment connu cette réalité. J.D. Vance a effectivement eu des problèmes, évidemment, avec sa famille, les addictions et toute cette situation, mais on sait que sa famille, en général, avait de l'argent. Il y avait de l'argent, mais pas des sommes importantes.
Maintenant, je dis que ça ne le rend ni mauvais ni bon, simplement qu'il vend une histoire qui n'est pas la sienne, non. Et un autre cas qui attire l'attention est celui de Witkoff et de Jared Kushner, qui sont aussi deux personnages qui ne connaissent peu pas non plus la politique, mais connaissent peu les affaires. C'est essentiellement ce que connaît J.D. Vance. Ce Steve Witkoff et Jared Kushner lui-même, qui sont aussi axés sur les questions d'affaires. C'est leur approche. Et en effet, ils ont une relation de grande confiance avec Donald Trump, et je pense que c'est la partie qui l'a tiré, la confiance, la proximité qu'il pouvait avoir, le fait qu'il pouvait un train garder certains secrets, et oui. Je pense que le plan avec eux, parce qu'en réalité, Marco Rubio devrait toujours être dans ces conversations, ces négociations où l'on voit constamment Steve Witkoff, il prend sa place. C'est-à-dire que c'est Marco Rubio qui devrait vraiment faire cela. Il faut rappeler que Steve Witkoff a une longue histoire en affaires avec Donald Trump et son plan est que Trump sorte gagnant de cette négociation. Marco Rubio n'a pas cette mentalité, étant plus politique, alors que Steve Witkoff est entièrement tourné vers les affaires. Eh bien, Trump. Et le service secret ? Ce qu'il faut, il me semble que c'est 24 heures, l'information varie parfois selon certains médias. Mais ils ont besoin d'au moins 24 heures pour pouvoir préparer toute la sécurité nécessaire. Pour un vice-président, soi-disant, et apparemment il n'y avait pas de préparation suffisante. Honnêtement, je trouve ça très faux dans le sens où cela fait plusieurs jours qu'il dit qu'il va y avoir des négociations ce week-end. Donc s'ils allaient vraiment mener les négociations. Ils auraient sans dû y aller, alors ils auraient pu mener les négociations. Mais oui, enfin, les arrangements sont là depuis hier. Hier pour nous, ils ont déjà commencé là-bas au Pakistan. Et donc, de toute façon, Trump a encore répété la même menace. On la connaît déjà, que si aucun accord n'est trouvé, l'Iran sera complètement détruit. Ils vont commencer par les ponts, puis les centrales électriques, répétant ainsi cette menace. Franchement, je ne sais même plus s'ils y croient vraiment. Non, zéro crédibilité, c'est-à-dire, et pas parce que ça ne peut pas arriver, mais parce qu'il utilise toujours la même menace et pour négocier, tu ne peux pas t'asseoir à la table des négociations quand on te menace de te détruire, de t'anéantir. C'est-à-dire ça, non, ce n'est pas possible, et surtout, en gros, c'est comme donner un ultimatum. C'est ça, c'est soit ci, soit ça, comme on dit la carotte et le bâton, non ? En gros, c'est ça, non ? Donc c'est un sujet qui, et surtout, ça dépend aussi beaucoup du pays où tu vas, non ? Et il faut comprendre comment ils pensent et comment ils sont, parce qu'il y a certains pays qui sont plus fiers que d'autres. Le cas de l'Iran en particulier, eh bien, s'il y a quelque chose qui le caractérise, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont très très fiers, et ce genre de choses fait que la négociation est totalement impossible. Maintenant, il y a la politique d'Abbas, d'Aragachi et de tout cela, qui continuent d'envoyer ce genre de signal. Il est possible qu'il y ait un geste de négociation, mais aujourd'hui même, le soi-disant modéré. Il a publié une liste de ce qu'il demande, et ce sont toutes des choses que Donald Trump dit qu'il ne va pas céder. L'uranium demandait un paiement pour le passage du détroit d'Ormuz. Voilà ce qu'il demande. C'est-à-dire, allons, il dit à quoi bon négocier s'il n'y a pas de cadre de négociation pour Marco Rubio. Bon, allons-y, d'autres sujets. Voyons, passons à d'autres sujets, parce que ce rapport que j'ai ici est en train d'arriver, il venait d'arriver. Celui-ci, il vient d'une agence que je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais il vient de l'agence Tasmin. Et nous avons l'habitude d'essayer de voir ce que disent les médias de là-bas, pour comprendre leur point de vue. Les Iraniens aussi, n'est-ce pas ? Et comprendre plus ou moins comment ils pensent,
ou du moins comment ils veulent se montrer, n'est-ce pas? Parce qu'une chose est ce qu'ils disent, et une autre chose est ce qu'ils font. Mais comme presque tous les politiciens, mais c'est ça le problème. C'est que dans ce cas, ce que dit Tasmin, ou ce que dit essentiellement la garde révolutionnaire, c'est qu'ils disent « Ok, oui, nous sommes là, que la négociation et que peu importe qui… » Mais ce qu'on observe, ce sont des mouvements militaires, des préparatifs pour davantage de guerre. Et cela aussi est vrai parce qu'en fait, c'est exactement ce que publient les États-Unis. Ou que fait les États-Unis? Eh bien, aujourd'hui, il faut se rappeler que nous en avons parlé il y a un petit moment. De manière urgente, comment on appelle ça? Un destroyer des États-Unis dans cette partie de la carte, nous allons l'observer. C'est-à-dire dans cette zone et dans le détroit même, il a tiré sur un navire iranien. C'est-à-dire il a tiré parce qu'ils allaient passer par ici. Ils lui ont dit de s'arrêter, il ne s'est pas arrêté et donc ils ont tiré sur la salle des machines. Le pétrolier aurait été mis hors service. Les troupes montent à bord du navire. Il n'y a plus d'image des troupes entrant dans le navire. Non. Mais bon, voyons ce point. La question est qu'entre ces mouvements, alors qu'un porte-avions, un troisième porte-avions, se dirige vers cette zone qui, il y a quelques jours, passait par la Namibie, selon les rapports, donc il est possible qu'il passe par cette zone. Dans les prochains jours, un troisième porte-avions arrivera pour remplacer peut-être l'Abraham Lincoln, ou peut-être qu'ils veulent simplement un troisième porte-avions pour une raison étrange. Il faut rappeler qu'ils ont aussi envoyé d'autres navires de ce côté. Non, c'était un sujet qui allait se concentrer sur la question des mines. Vous vous souvenez qu'on en parlait aussi. Il y a aussi un navire européen qui arrive. Ce n'est pas clair, du moins pour moi ce n'est pas encore clair combien de navires viennent, mais il y a 4 pays. La France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne, ce sont les 4 pays. Ces pays ont également envoyé des navires de guerre dans cette zone, même s'ils disent que c'est essentiellement pour ouvrir le détroit, mais de manière pacifique, insistent-ils. Ils ne veulent pas entrer en guerre, disent-ils, mais ils veulent que ce passage reste libre, comme il est censé l'être selon les lois internationales avec le fameux droit de passage. C'est-à-dire, ici, tu ne peux pas venir pêcher avec ton bateau, parce que ces eaux ne sont pas considérées comme internationales. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller pêcher ou faire ce que tu veux, mais tu as le droit de passage gratuit. Non, personne ne peut te faire payer là-bas. C'est justement ce sujet que l'Europe défend actuellement. Exactement. On rapporte aussi qu'un navire d'une compagnie maritime française s'est échoué dans le détroit d'Ormuz, et donc, selon les informations, la compagnie maritime et CMA-CGM qui a confirmé que, de plus, le navire a essuyé des tirs de sommation samedi lors d'un incident qui, heureusement, n'a fait aucun blessé, mais cela provoque tout de même des tensions dans la région. Il existe déjà l'Organisation maritime internationale qui affirme que le navire Everglades a subi des dommages, sans évoquer pour l'instant d'impact plus important. Ils sont sûrement déjà en train de gérer cette opération pour déplacer le navire. Eh bien, voilà la situation. Un énorme salut au fait à Tapatia qui dit santé. Ceci vient du parking du travail de ma fille. Il a sûrement été touché, il a été attrapé. Salut à toi, Tapatia. Excellent. Eh bien, on t'accompagne ici sur le parking avec une énorme salutation. Aussi à la majorité de toute la communauté présente. Francisco Arce, comment vas-tu? Qui d'autre est là? Italo, comment vas-tu? Énorme salut jusqu'au Chili. José, Sarah Temito Cayo, comment vas-tu? Martin Gutiérrez, énorme salut. À tous, passons aussi à d'autres sujets importants. Eh bien, il y a eu un événement qui attire beaucoup l'attention parce qu'on ne sait pas combien de cas similaires pourraient exister aux États-Unis. Et aujourd'hui, à l'aéroport de Los Angeles, ils détiennent une femme nommée Shamim Afi, une étrangère qui serait en train de vendre ou d'acheter des armes pour le régime islamique. Il s'agirait d'une étrangère présumée liée davantage à l'armée et au service de renseignement iranien qui a obtenu sa résidence. Il y a quelques années, les autorités fédérales ont arrêté cette femme à l'aéroport international de Los Angeles. Cette femme iranienne a été accusée d'avoir servi d'intermédiaire dans la vente de drones, de bombes, de détonateurs, d'armes d'assaut et de millions de cartouches de munitions fabriquées en Iran au Soudan, en violation des lois, évidemment des sanctions des États-Unis. Et cette femme de 44 ans, résidente de Woodlands Hills, a été arrêtée à l'aéroport pour trafic d'armes au nom du gouvernement iranien. C'est complètement fou cette histoire, c'est incroyable. Des agents fédéraux arrêtent donc une femme iranienne aux États-Unis.
au port, c'est-à-dire l'un des ports les plus importants de Los Angeles. Voyons si c'est vraiment le cas, parce que même Fox News par exemple, qui a publié le rapport, ne le présente pas encore comme présumé. Attendons d'avoir plus de détails pour voir si cela se confirme. C'est-à-dire, l'arrestation est confirmée. Oui, oui, en fait, il y a cette photo où on la voit se faire arrêter et tout. C'est-à-dire, cela est confirmé. Ce qu'il faudrait voir, c'est l'enquête pour savoir si cela était vraiment destiné au régime islamique, ce qui est probable, mais il faudra observer tout cela. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hallucinant. On va mettre l'image de la dame, non? C'est-à-dire, elle a de l'expérience. La voilà. Si elle était reconnue coupable, elle pourrait passer jusqu'à 20 ans en prison. Eh bien, ce personnage me rappelle Nicolas Cage, non? Il s'appelait le Seigneur de la Guerre. Oui. Oui, ce ne sont pas des personnages que tu n'imagines pas. C'est-à-dire, là, je dis, ce sont des dames, ce sont des messieurs. Au bout du compte, ce sont des entrepreneurs. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des affaires. C'est-à-dire, ce que nous voyons, comme le sujet de la drogue et d'autres choses, au final, une chose, c'est le cliché des films et des documentaires. Et ce n'est pas que ça n'a pas une part de réalité aussi. Mais dans la vie de tous les jours, beaucoup de ceux qui se consacrent à ces choses-là, eh bien, ils ne vont rien te faire. Ils ne vont pas porter un chapeau toute la journée, ils vont porter un costume, ils vont agir, disons, comme s'ils étaient ensiqués dans une entreprise normale, mais en réalité, ils se consacrent à des choses assez sombres. Dans le cas de cette dame, elle a dû se sentir très sûre qu'il ne lui arriverait absolument rien. Elle a dû se sentir très sûre qu'elle allait s'en sortir, que son travail était suffisamment caché, pour ainsi dire, non? Et alors? Donc, ce genre de cas, indépendamment du fait que, j'insiste, c'est en cours d'enquête et que l'information est en développement, eh bien maintenant cela aurait été mené par le FBI lui-même, c'est-à-dire le groupe de contre-espionnage, non? Oui. C'est l'escadron de contre-espionnage qui a procédé à son arrestation. Cette femme aurait organisé la vente de 55 000 détonateurs de bombes pour l'armée du Soudan. De multiples accords sur les munitions, y compris 10 millions de cartouches pour les célèbres AK-47 et un contrat proposé pour 240 millions de cartouches. Tu la vois marcher dans l'aéroport. Ah, eh bien tu te dis que c'est une femme d'affaires. Tu ne t'imagines pas. Eh bien oui, d'affaires. Oui, enfin, une femme d'affaires. Mais tu n'imagines même pas tout l'historique qu'il y a derrière. C'est hallucinant, malheureusement, ils n'auront probablement pas là-bas un panneau indiquant ce qu'ils font. Évidemment, ce n'est pas ça, c'est que les enquêteurs affirment qu'ici, il y avait un mouvement assez énorme. Ils montrent quelques images du cash, de l'argent qu'ils avaient en... Les autorités ont également arrêté un homme de 44 ans à l'aéroport international de Los Angeles pour une affaire présumée de trafic international d'armes. Donc c'est un homme et une femme alors, ou comment ça se passe? C'est un sujet, j'insiste, qui attire vraiment l'attention. Donc cette femme qui est accusée en Californie, mais on parle aussi d'un homme, non? Ils s'affrontent ici, et je doute que cela s'arrête là. D'autres personnes sont sûrement impliquées. On mentionne aussi un homme de 44 ans. Nous allons voir si cela peut aussi être confirmé. Je n'insiste pas. C'est en cours de développement et... Il y a la photo de l'arrestation? Voici la photo de l'arrestation. Nous allons l'afficher. On dirait que c'est une traduction étrange. La photo, ça se peut, ça se peut. Mais regarde, voici le moment où il les arrête. Ou l'arrête, non. C'est arrivé à l'instant, hein. Enfin, c'est complètement fou. Bon, c'est du renseignement. Au final, non. Celui qui détecte ça. Évidemment, ce n'est pas ceux qui travaillent là à l'aéroport qui vont détecter ça. Eux, ils s'occupent d'un autre type de sécurité. Non, ils ne feront pas ça. Enfin, celui-ci sera là. Et... Elle vivait aux États-Unis depuis 2016, donc ça faisait déjà 10 ans. Et bon, on sait qu'elle voyageait constamment en Turquie, à Oman, en Iran et dans d'autres pays. Ils utilisent toujours un pays tiers, n'est-ce pas? Qui sert essentiellement de pont pour effectuer les transactions. Oui, eh bien, on va voir si, comme on dit, l'accusation tient, n'est-ce pas? Ça, ce sera le travail des procureurs et évidemment du FBI qui doit présenter les preuves, et peut-être aussi de certaines agences en Turquie et dans d'autres régions qui auraient pu avoir des informations, Interpol, etc. Eh bien, c'est aussi un sujet très délicat. On sait déjà qu'il y a des flux de paiement entre ces pays. Oui, c'est déjà très lié. Oui, je sais que l'enquête est déjà très avancée. Exactement. Exactement. Abordons d'autres sujets importants.
Voyons des actualités scientifiques qui ont retenu mon attention aujourd'hui. Une qui concerne la NSA, cette agence de sécurité intérieure des États-Unis, qui, selon certains, utilise des mythes sur le cloud. Non, d'entropie. D'entropie, non. Selon ce qu'il rapporte, cette agence nationale de sécurité des États-Unis. Elle utilise cette super-intelligence parce que c'est une intelligence d'un autre niveau qui a détecté des milliers et des milliers de failles dans tous les services de plateformes numériques, de serveurs, de banques. En résumé, ils donnent accès à l'intelligence pour qu'elle examine elle-même. Opération et ses propres plateformes et tout ça, et soudain ils disent « Ici, il y a des failles, des failles, des failles, des failles ». Eh bien, elle a détecté énormément de serveurs qui n'avaient non même pas de mot de passe. Ce qui, tu te dis aussi, c'est ridicule, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Donc, la National Security Agency ou la NSA utilise en ce moment le modèle d'IA le plus avancé qui s'appelle Mythos Preview, développé par Entropy, même si le gouvernement lui-même le considère comme risqué. En fait, il y a eu une discussion, si vous vous souvenez, entre le responsable du Trésor, qui s'appelle Scott Bassett, avec Jérôme Powell à propos du sujet de Mythos. Il y a eu une réunion d'urgence tout le week-end dernier, si je ne me trompe pas. Et donc, cette décision entre en conflit direct avec le département de la Défense, le Pentagone, qui avait auparavant classé Entropy comme une menace dans la chaîne d'approvisionnement. Déjà en février, le Pentagone a tenté de bloquer l'utilisation de la technologie Entropy et a même fait pression pour que les fournisseurs fassent de même, même si en réalité, eux aussi l'ont utilisé lors des attaques de l'Iran. Cela a déjà été mentionné et malgré cela, eh bien l'entropie, oui, là. Malgré cela, la NSA continue d'utiliser Mythos pour des capacités avancées de cybersécurité. Et ce modèle, eh bien, il est conçu pour détecter, comme le dit Pépé, des vulnérabilités exploitables dans les systèmes numériques. C'est sa spécialisation, ce qui est en fait un outil, oui, super précieux, mais aussi très dangereux. Entropy a déjà limité l'accès à Mythos à seulement 40 organisations en raison des capacités qu'il possède pour ce qui serait une cyberattaque. C'est incroyable tout ça. Passons à d'autres sujets importants. Figurez-vous que des scientifiques ont découvert ce qu'ils appellent un circuit cérébral qui pourrait inverser l'obésité. Eh bien, c'est une approche qui ne concerne pas, disons, les hormones, ou tu sais, ce genre de choses, non? Ce problème est abordé de nombreuses façons différentes. Parce qu'au final, comme nous le savons bien, cet excès de poids, surtout quand il devient trop important, peut aussi entraîner de nombreux effets et de potentielles maladies. Donc, on essaie précisément d'inverser toute cette situation. Le groupe de scientifiques a identifié ce qu'ils appellent un circuit cérébral capable d'inverser l'obésité, marquant ainsi un possible point de bascule dans la médecine métabolique. L'étude avec cela. Tu te souviens comment ça s'appelle? Ou quelque chose comme ça? Bon. Maintenant, Il se concentre sur une substance naturelle qui active des mécanismes dans le cerveau pour augmenter la dépense énergétique du corps. C'est-à-dire, ce n'est pas tant pour que tu te sentes rassasié, c'est aussi une question hormonale, comme l'ozépic, mais ce n'est pas pour... Tu sais que l'ozépic est censé te faire sentir plein. C'est le FGF21 qui se concentrerait sur une hormone visant à faire dépenser plus d'énergie à ton corps. C'est ce qu'il dit. Ainsi, cela augmente la dépense énergétique du corps. Contrairement au traitement actuel, l'approche ne cherche pas à réduire la faim, mais vise à ce que l'organisme brûle plus d'énergie de manière active. La découverte a été faite par des chercheurs de l'Université d'Oklahoma, aux États-Unis, et elle est déjà publiée dans la revue scientifique Cell Reports. C'est évidemment un développement, c'est un sujet scientifique, et il est encore en cours de recherche dans ce domaine. Parmi ces structures, comme le noyau du tractus solitaire et l'area postrema, jouent, assurent ces scientifiques, un rôle clé dans la régulation du métabolisme, dit-il. Ce circuit envoie des signaux au noyau parabrachial, générant une réponse qui augmente la dépense énergétique et réduit automatiquement le poids corporel. Dans des tests qui pour l'instant ne sont pas réalisés sur des humains, d'ailleurs ce sont des tests sur des souris. L'activation de ce système a réussi à inverser l'obésité même à des stades avancés, ce qui rend cette découverte extrêmement importante. Eh bien, évidemment, c'est une approche différente de ces pics, mais aussi hormonale. C'est-à-dire, mais vers un autre domaine, pas en brûlant les graisses, comme quand on fait de l'exercice, pour ainsi dire, n'est-ce pas?
Je me souviens qu'il y avait un épisode, je ne me rappelle plus si c'était de X-Files ou de l'une de ces séries bizarres, non, où chaque épisode est une mini-histoire, un mini-conte. Et il y avait un personnage à qui on donnait aussi quelque chose pour accélérer son métabolisme, mais il commence à manger comme ça, comme si la personne était désespérée. J'espère que cela n'arrivera pas, car la situation devenait vraiment horrible. J'imagine. Non, 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 j'espère que non. Imagine maintenant. Cependant, il dit qu'il y a encore des limitations importantes. Les résultats n'ont été testés que sur des animaux et on ne peut pas encore garantir que cela fonctionne chez l'homme. Donc c'est encore un processus assez long. Et cette découverte, plus qu'une invention, ils le voient comme ça, comme une découverte qu'ils essaient de comprendre. Parce qu'en plus, le corps est malin, non? Il devient très efficace et il commence à brûler moins. Il est fait pour ça, non? Il est fait pour ça. Tu peux courir et il se trouve qu'après, tu ne brûles plus la même chose. À un certain moment, tu ne brûles plus exactement la même chose. Bon, passons à d'autres sujets aussi, en parlant déjà de sujets scientifiques. Il y a aussi un sujet qui attire mon attention aujourd'hui. C'est bien une personne mexicaine, dans ce cas, qui a été responsable d'un domaine très important du projet Artemis II. Né à San Miguel de Allende, cette personne ne parlait pas anglais. Et donc il part aux États-Unis. Aujourd'hui, à 30 ans, il est déjà le chef d'une équipe de la NASA qui a développé le système d'urgence contre les incendies pour la mission Artemis II. Imagine sans même savoir parler anglais. Un professeur apparemment à San Miguel de Allende. Eh bien, il leur montre un décollage d'un vaisseau, d'accord? Et il dit qu'à partir de là, sa vie change complètement et en fait, ça lui plaît, non? Il commence à étudier, il part étudier aux États-Unis, il étudie d'abord le génie mécanique et ensuite, eh bien, il continue à étudier des choses plus avancées. Il s'appelle Manuel Retana Parra, il a 30 ans, il est le chef d'une équipe d'ingénieurs qui développe une partie de l'équipement d'urgence pour les astronautes de la mission Artemis II. Et eh bien, ses parents sont de Durango d'ailleurs, de Durango ici au Mexique, et lui aussi, eh bien, il est né ici au Mexique, non? Il est arrivé à l'âge de 15 ans, il apprenait tout juste l'anglais à cet âge-là. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas qu'il est né là-bas, non, 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 il venait d'ici, du Mexique, mais, eh bien, avec des bourses, c'est comme ça, il a progressé, une tante qui le laissait rester là-bas, etc. Il étudie la mécanique à l'université du Nevada, puis il fait un master en ingénierie aéronautique et astronautique. À l'université de Stanford, c'est déjà un autre niveau. Et donc, voilà. Ensuite, il a essayé d'entrer à la NASA plusieurs fois, 11 fois il a essayé, tu vois, comme José Hernandez, non? Il a essayé 11 fois, et les 11 fois, enfin, je suppose, d'X fois ils l'ont refusé, et la dernière fois, ils ont fini par l'accepter. Mais ils l'ont fait attendre. Non, 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 et non, il n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'il puisse travailler à la NASA. Eh bien, c'est une histoire évidemment intéressante, non? Au final, ce sont des cas qui inspirent, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens voient ça comme presque impossible. Fondamentalement, le fait de pouvoir Entrer à la NASA? entrer à la NASA ou réaliser un rêve de ce genre, non. Ça paraît très lointain, etc. Il a l'air très jeune, il a 30 ans, 30 ans. Oui, oui, oui. Il est jeune? Il est jeune, il est jeune. Excellent, non? Babyface. Babyface, n'est-ce pas? Oui, il est cela, regarde, sur une autre photo, quelque part. Eh bien, le fait est que... Et c'est le chef, il dirige 15 ingénieurs. C'est-à-dire, eh bien, il a essentiellement construit en 5 ans le système de respiration de secours pour le vaisseau spatial Orion. Eh bien, voilà, c'est ça le truc. Ils attirent l'attention sur un cas d'accident, n'est-ce pas? Apparemment, dans ce présumé accident, des fonctionnaires mexicains et américains sont décédés. Cela s'est passé à Chihuahua. Quoi? Cela s'est passé au Chihuahua. Eh bien, il s'avère qu'au Chihuahua, une opération était en cours pour démanteler un laboratoire de narcotrafic. Et apparemment, cela s'est produit. Le Mexique et les États-Unis coopèrent-ils là-dessus? Puis survient un accident. Exactement, parmi les personnes décédées, il y a 4 morts, 2 agents de l'ambassade des États-Unis et 2 membres de l'agence d'enquête de l'État de Chihuahua. L'un d'eux était le directeur de l'AEI de la région. Et donc,
Selon les rapports, cet accident s'est produit sur la route Chihuahua-Ciudad Juárez alors que les fonctionnaires revenaient de l'opération. Pour démanteler ce laboratoire dans la municipalité de Morelos, à Chihuahua, et donc, selon le procureur général de Chihuahua, il s'appelle César Jauregui Moreno. Il a déclaré que le directeur de l'AEI, Pedro Ramón Oseguera, avait perdu la vie avec son garde du corps. Il s'appelle Manuel Genaro Méndez. Et puis, il y a aussi ces deux Américains. Ronald Johnson, qui est l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, a déploré le décès des deux fonctionnaires et a reconnu qu'ils effectuaient des tâches de sécurité, que tout était approuvé, parce que vous savez, ce sujet est délicat lorsque des Américains participent à des questions de sécurité du pays. Et voilà, c'est un sujet qui, au moins dans ce communiqué, parle d'un incident, pas d'un accident. Il parle d'un accident. Ce n'est pas très clair pour moi quel est cet accident. Je suppose que c'est quelque chose sur la route, une collision ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je n'ai pas vu quel a été exactement l'accident. Restons attentifs pour obtenir plus d'informations. Ce sujet, n'est-ce pas? Nous allons rester attentifs à cette situation. Au fait, on parle aussi puisqu'on parle de sujets scientifiques, d'un développement au niveau des yeux. Alors, comment ça se passe? Où en est ce sujet? En Corée du Nord, des chercheurs ont réussi à imprimer en 3D une cornée humaine artificielle. Vous voyez quand elle devient utilisable? Utilisable, c'est fou, cela a été fait avec une seule. Ce que cette imprimante peut faire, c'est reproduire le tissu humain naturel. Il faut se rappeler que lorsque quelqu'un a besoin d'une autre cornée, eh bien, il faut attendre. On dépend du don d'une autre personne et l'on attend souvent des années si jamais il arrive un jour. C'est une avancée très intéressante dans ce qu'on appelle la médecine régénérative, réalisée par une équipe qui s'appelle Postage. À l'Université nationale de Gyeongbuk, là-bas en Corée du Sud, ils ont créé cette cornée qu'ils appellent bio-ingénierée, qui pourrait aider face à la pénurie mondiale qu'il y a en général de tissus de donneurs. Contrairement aux matériaux synthétiques, souvent moins clairs et moins compatibles, ils peuvent être rejetés par la personne. Cette version contient de la bio-encre qui est spécialisée et fabriquée à partir de matières cornéennes et de cellules souches. Cela a donc suscité beaucoup d'émotions car la personne qui l'a reçue s'en est très bien sortie jusqu'à présent. Il faut rappeler que parfois cela peut prendre des années et que le corps peut soudainement le rejeter, donc ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Eh bien voilà. Ils ont soigneusement identifié les forces pendant le processus d'impression et les chercheurs ont pu recréer la structure précise du collagène de l'œil. Cette disposition s'appelle un treillis et elle est essentielle à la fois pour la transparence, car bien sûr, elle doit être super transparente et aussi suffisamment dure pour protéger l'œil. Donc, eh bien, c'est un avant et un après. Si cela peut être reproduit partout dans le monde, ou si cela peut être développé pour d'autres personnes, imagine le potentiel. Au moins, le potentiel est énorme. Évidemment, cela changerait la vie de beaucoup de gens. Au lieu d'attendre qu'on puisse te l'imprimer, imagine-toi. S'il y avait un quelconque dommage, la réparation serait rapide. Exactement, et en plus tu prends le contrôle, tu peux voir Avec des rayons X, Imagine, non. que c'est bien. Évidemment, le développement a réussi à être intégré dans des tissus naturels, mais disons, toutes doivent encore faire plus d'études, plus d'essais. Ce n'est pas du jour au lendemain du genre « vite, s'il vous plaît, qu'ils le fassent vite, passons à autre chose ». C'était pareil, super. Ah, l'histoire de l'essence? L'histoire du diesel, le mélange à l'eau et tout ça, oui. C'est intéressant, mais il faut plus d'études. Eh bien, comme tout, ça demande du temps, non. Les bonnes choses prennent du temps. Papachito? Bon, passons à d'autres sujets. En attendant, eh bien, nous avons un sujet en suspens. On va y venir tout de suite. On n'oublie pas le sujet de Tim Burchett, n'est-ce pas? Et tout ce développement ou cette tentative de révéler plus d'informations, eh bien, sur les UAP et sur tous ces cas là-bas aux États-Unis, passons à un autre sujet. Eh bien, que se passe-t-il? Il y a certaines affaires, il me semble, qui restent en suspens. Dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Kim Jong-un a continué à tester ses arsenaux là-bas en Corée du Nord. Il a lancé 5 missiles balistiques à courte portée. Hier, nous parlions de certains tirs, il n'y avait pas de détails, maintenant les détails sont là. Nous avons désormais les informations directes de la Corée du Nord via son agence d'État, la KCNA, qui a indiqué que ces projectiles ont touché une zone d'environ 3 hectares à 136 km du point de lancement. L'essai visait à valider le potentiel d'un missile balistique appelé Gyeongsong Pro 11
ERA, qui est une version améliorée et qui est également équipée d'une ogive à sous-munitions. L'état-major interarmé de Séoul avait déjà évoqué ce sujet et avait confirmé les tirs qui ont eu lieu dimanche. Pour eux, il était 6h10 du matin. Nous avons évoqué hier soir les attaques à la roquette, sans beaucoup de détails. Je crois qu'on ne parlait que d'un seul. Et maintenant, on sait qu'il y a eu 5 missiles tactiques à courte portée. Et pour ce qui est des bombes à sous-munitions, je crois que cette information non plus n'était pas disponible là-bas. Il manquait aussi l'information sur les bombes à sous-munitions. Tous ces noms étranges comme Waxiangpo ou Waxiangpo 11Ra ne sont pas. C'est la version, comme tu dis, améliorée de ce développement de bombes à sous-munitions, qui est évidemment aussi un sujet à part entière. Ah, et ce sont des missiles qui ont aussi été lancés depuis des navires. Donc c'est aussi un sujet qui attire l'attention. C'est-à-dire qu'ils lancent ces missiles depuis des navires qu'ils ont également développés. Je ne sais pas comment ils sont à l'intérieur. On dit souvent qu'ils sont vraiment moches à l'intérieur, mais de l'extérieur, ils semblent vraiment impressionnants. Et c'est un pays qui, malgré sa pauvreté ou sa crise, peu importe comment tu veux l'appeler, s'est organisé d'une manière assez belliqueuse, assez militaire. Et avec, oui, une société très réprimée. Aussi, c'est un sujet sur lequel personne ne veut se frotter à eux à cause de la quantité d'armes qu'ils ont montré posséder, non. Un sujet qui inquiète sûrement de plus en plus la Corée du Sud, le Japon et les pays voisins, voire même la Chine elle-même, non? Je ne pense pas qu'elle voit d'un très bon œil les progrès qu'ils ont réalisés, surtout sur le plan nucléaire, non? C'est sans doute la partie la plus préoccupante d'avoir un voisin nucléaire, car au final, c'est ce qui compte, non? Ou qui agit de façon indépendante et qui, au final, impose ses propres règles, mais jusqu'à présent, du moins avec ce personnage de Kim Jong-un, on n'a pas vu qu'il veuille vraiment passer à l'offensive, du moins pour l'instant. Et il commence déjà à préparer sa fille, n'est-ce pas? Elle a 13 ans, mais il la prépare déjà. Il la prépare et il l'expose de plus en plus aux médias et tout ça, la montrant même dans des situations officielles. Exactement. L'autre jour, il y avait même une photo d'elle à l'intérieur d'un char et à l'extérieur aussi. Donc c'est une préparation très dure, non? Pour quelqu'un aussi jeune. Oui, exactement. Passons à ce qui se passe avec Tim Burch et ce commentaire qu'il a fait lors d'une interview là-bas sur Newsmax. Allons-y. Ce personnage, c'est Tim Burch, un membre du Congrès des États-Unis qui a insisté sur le fait qu'il est le représentant républicain du Tennessee. Et il insiste sur le fait qu'il y a quelque chose d'étrange, qu'il pourrait même y avoir une civilisation sous la mer. Ou du moins, c'est ce que certains militaires lui ont dit. Mais dans une interview, il dit ce qui suit. Écoutons-le. J'ai eu énormément de ces réunions d'information, j'en ai même eu une depuis, celle que tu décris. Il y avait quelqu'un de notre équipe de direction qui l'avait organisée, ce qui montre le sérieux de l'affaire. Et vous savez, je pense que les gens ont besoin de savoir ce que nous avons vu et ce que ces pilotes voient. Et Luna, par exemple, en est un. Nous avons demandé toutes ces vidéos et elle, tu sais, a donné une sorte de date limite pour les avoir et elle appelle là-bas et on lui dit « Eh bien, nous ne savons rien à propos de la lettre ». Ce genre de choses, toujours les mêmes, auxquelles toi et moi sommes confrontés depuis des années sur ce sujet. Et les États-Unis sont prêts. Je pense qu'ils le feraient. Je m'inquiète de ce que c'est et je pense que surtout, cela les a alarmés. Maria, la raison pour laquelle le gouvernement ne le permet pas. Oui, c'est ça. Quel est le fondement de tout cela? Et tu sais, en laissant de côté toutes les théories, que tu penses que c'est extraterrestre, que tu crois que c'est quelque chose de cette terre, tu sais si ce sont les Russes, les Chinois ou les Américains, ce que je ne pense pas. Et ensuite, peut-être permettre à certains des pilotes de parler et de raconter exactement ce qu'ils ont vu. Voilà. Lors du dernier briefing, j'avais quelques photos vraiment incroyables et je pense que tu devrais avoir le droit de les voir. Et les critiques, c'est vont le démolir.
Ils vont dire que c'est de l'intelligence artificielle, que c'est n'importe quoi. Mais tu dois revenir en arrière et te demander pourquoi certains des meilleurs pilotes du monde risqueraient leur crédibilité pour révéler cela. Parce qu'à chaque fois qu'ils font une observation, très souvent, ils devraient passer une évaluation psychologique. Faire toute cette paperasse, même s'il s'agissait de quelque chose qu'ils ont vu au radar. Mais nous avons maintenant des officiers dans la marine. Ils voient ces objets très grands sur le sonar, voyageant à une vitesse très élevée, quelque chose d'exponentiellement plus rapide que tout ce que nous pouvons accomplir. Tu dois te rendre compte qu'il y a un objet là-bas dans l'océan qui reste suspendu au-dessus de la mer dans les airs. Qui reste suspendu pendant ce qui pourrait être des heures et des heures. Nous n'avons rien avec cette capacité. Tu tomberais à court de carburant. Et puis quand il décolle, simplement, tu sais, peut-être vers le haut. Et la puissance pour faire ça, c'est à peu près l'énergie qu'il faudrait pour alimenter Los Angeles. Je veux dire, c'est incroyable à ce point. Et je ne vois tout simplement pas aucune raison pour que notre gouvernement le cache. Et je n'aime pas entrer dans une réunion et qu'un bureaucrate élu nous dise que le président n'est informé qu'en fonction du besoin d'en connaître. Pour moi, cela devrait être très révélateur pour les États-Unis que derrière tout cela, il y a bien plus que ce que nous imaginons. Et toi, tu as entendu ça directement. Bien sûr, absolument. Absolument. Et je sais que Matt Gaetz a parlé il y a quelques semaines à propos d'un briefing qu'il a eu concernant un processus de reproduction entre êtres extraterrestres. Il n'a pas dit qu'il l'avait vu. Il n'a pas dit que c'était un fait. Il a simplement dit qu'un membre de l'armée lui en avait parlé. Et j'ai entendu ces choses. Bien sûr, je les ai déjà entendues, mais je n'ai rien vu. J'ai mes propres convictions à ce sujet, à propos de tout ce qui se passe. Mais cela ne veut pas dire que c'est bien ou mal. Je pense simplement qu'il est temps que les États-Unis reçoivent cette information. Quoi? Merci. Eh bien, voici une partie des déclarations faites par Tim Burch, pendant que nous regardions quelques images d'archives, pour ne pas voir sa sale tête. Mais ce sont des images d'archives, de drones qui sont apparus, de drones, peu importe, qui sont apparus. Surtout, la plupart viennent de l'Est. Il n'y en a que 2 qui sont en Europe. Dans presque tous, non, du côté de l'Atlantique, oui, ceux qui étaient de ce côté-là, dans la partie nord de l'Atlantique, et quelques-uns par là en Europe, et ainsi de suite. En Californie, il y a effectivement beaucoup d'observations. N'est-ce pas? Oui, c'est juste une édition destinée aux archives, surtout en cas de commentaires. En Californie, oui, le boom, c'est-à-dire, eh bien là-bas, il y a toujours eu un énorme boom d'observation. Nevada, Californie, Basse-Californie, Mexique, etc. Et en fait, lui-même a étudié un cas spécifiquement tout au sud de la Californie, n'est-ce pas? Sous l'eau à 150 mètres, non seulement tout ça, mais ce qui était là, c'est un cercle énorme, en plus à une vitesse qu'aucun sous-marin connu au moins ne peut naviguer, n'est-ce pas? Donc ce sont des choses qui demandent de la pression, pas de la pression sur les services de renseignement. C'est difficile en ce moment, vraiment, parce qu'on dirait que ça ne se fait pas. C'est-à-dire, ce que dit Trump, eh bien, ça a un double objectif, n'est-ce pas? Ou bien son propre objectif. Distraire, c'est évident, mais d'un autre côté, ceux qui mènent vraiment une enquête sérieuse sur le sujet veulent profiter de cette distraction causée par Trump. Et divulguer des choses qui sont vraies et importantes et qu'ils disent depuis des années qu'ils vont révéler. Alors peut-être que ce sera une sorte de tempête parfaite, dans le bon sens, révélant des choses importantes qui changeront la perspective sur ce qui se passe là-bas et pousseront à enquêter davantage, non? Bon, un sujet qui aussi, eh bien voilà, a aussi fait des victimes, non? Malheureusement, il y a aussi de la pression contre cela. Bush lui-même a averti à plusieurs reprises qu'il n'a pas l'intention de perdre la vie? Exactement, non? Qu'il n'envisage pas le suicide. Ou comme s'il disait, en gros, ne me faites pas le coup du « il est tombé par la fenêtre » ou le classique, non? Comme ça. Passons à d'autres sujets importants. Les commentaires arrivent bientôt. Merci à ceux qui arrivent et pensez à liker.
Ce fait est sans rapport. Allons à d'autres points clés. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a eu un séisme assez fort, un séisme de magnitude 6. Cela s'est passé là-bas, à Tonga, apparemment. En réalité, il y en a plusieurs, mais celui de Tonga retient surtout l'attention car il n'est pas très profond. Environ 36 km. Voilà comment cela s'est terminé. C'est un séisme de magnitude 6,1 à Tonga. Il n'a pas provoqué de tsunami, c'est-à-dire, il n'en a pas provoqué. Il y avait une préalerte de possible tsunami. Finalement, il n'en a pas généré, du moins jusqu'à présent, cela n'a pas été signalé. Un autre séisme qui attire aussi l'attention aujourd'hui, c'est celui-ci qui n'est pas un simple séisme, mais un essaim sismique, pas seulement un séisme qui aurait été de magnitude 6,0 également. Eh bien, c'est une partie de ce que l'on observe là-bas, de ce qui bouge dans différentes parties du monde. Celui-ci s'est produit vers Kermadec, d'après les rapports. Eh bien, une autre des régions, elle aussi, avec beaucoup d'activité aujourd'hui. Ce sont donc celles-là. Comme vous le savez, elles ne sont pas toutes tournées vers le Pacifique ni vers ces régions, n'est-ce pas? Et nous le voyons. Ce sont celles qui sont très actives. Toute cette zone l'a été ces derniers jours, n'est-ce pas? La zone de l'Alaska est également concernée. Oui, eh bien ces zones le sont toujours, non? Oui, toujours, pas plus qu'en ce moment. C'est juste qu'on a eu des secousses fortes en Alaska. Il me semble que non, il me semble que je n'ai pas vu de magnitude 6, mais mettons que la plus forte, la dernière la plus forte de ces derniers jours serait celle-ci, de magnitude 5. Celle-ci, n'est-ce pas? Mais bon, oui, énormément d'activité, toute cette zone. Bon, passons aux commentaires. Comment allez-vous? Salutations, Adrien Gilbert. Salutations. Super, comment vas-tu? Salutations à toute la communauté en Espagne qui nous accompagne depuis ce pays. Également à toute la communauté qui nous suit depuis les États-Unis, le Mexique ou ailleurs dans le monde. Merci beaucoup de votre soutien. On se voit, la blague, le papa raconte. Vous savez ce que fait une vache avec les yeux fermés? Elle fait du lait concentré? Oui. Très chaleureuse salutation. Avec ma copine, on vérifie que la flamme est toujours vivante. Salutations à Roble, à Edilcio Sendeño, à Adrien Gilbert et aussi salutations au papa qui, évidemment, est aussi ici. MT le sait, s'implique dans notre groupe et conseille Pépé, va en croisière, tu vas aimer. Oui, c'est bon, il est déjà, disons, sur la liste. Merci beaucoup. Salutations aussi à Rublox. Comment va Rublox? À Blanca Barcelo aussi, dit MT. La Corée du Nord, une grande pauvreté, la population ne fait pas partie du gouvernement. Elle vit à la campagne. Les enfants travaillent dès leur plus jeune âge pour manger et ne vont pas à l'école. Ceux qui y vont le font pour entrer dans l'armée, dit MTT. Salutations. MT. Je recommande de regarder sur CNN en espagnol. Voici l'histoire d'une famille avec un Nord-Coréen. 9 personnes ont réussi à s'échapper. On voit comment elles ont fait par la mer. Ils disent que par la Chine, c'est très long, ça peut prendre jusqu'à plusieurs jours, et ils te renvoient vite, alors qu'en Corée du Sud, tu restes car ils ne te renvoient jamais. Mais son histoire est super intéressante. Salutations MT. Je le recommande en espagnol. D'accord, eh bien voilà, parfois il y a des reportages très intéressants sur les gens qui réussissent à s'échapper, et ils te racontent dans des histoires très dures. C'est très dur, oui. Dit le robot Shandian, éclair complet. Les 21 km correspondant au semi-marathon en un temps record de 50 minutes et 26 secondes. C'est celui que nous voyons. Oui, salutations à Albert. Salut Martin. Il dit « Salut cordial depuis Villavicencio, Colombie. Merci pour votre important service qui nous tient informés. Merci beaucoup. Avec sérieux et responsabilité, salutations Albert. » Salutations Albert, merci beaucoup pour ton commentaire. Salutations aussi à Edilcia, comment vas-tu? Salutations au Panama, comment ça va là-bas? Salutations à Miguel Martin, ma femme et moi vous écoutons toujours. Merci beaucoup à vous deux de nous suivre. Super, salutations, comment vas-tu? Notre ami Bolassillo à Macrocero dit « Vous verrez comment on trouve quelque chose d'extraterrestre sous la mer. » Salutations, à qui s'adresse-t-elle? On écoute ma femme. Merci beaucoup de nous tenir informés. Oui, commence. Salutations à... Voyons, qui nous manque-t-il à qui nous n'avons pas encore dit bonjour? Il y a aussi Francisco Arce ici, comment vas-tu Francisco? Riage, salutations. Il dit bonjour, salutations de Mexicali, précisément de Pleita, salutations Riage. Salutations à, dit Blanca Barcelo, ça inclut déjà l'IA pour lire tes chats et tes courriels. Salutations. Et Gabriel qui nous regarde depuis Porto Rico. Salutations, comment vas-tu?
Aussi à Oscar Flaco, comment vas-tu? Bonjour. On salue aussi Martin, Neri Galva, Salazar qui nous regarde depuis Galveston. Quelle jeune salutation. Ici aussi le Papadi, celui-ci on l'a déjà lu. Salutations aussi à Martin Aubord, ses commentaires que nous ajoutons ensuite. Salutations, Martin. Salut Sarah, ton calot est prêt. Ensuite, je partagerai des photos de la communauté de Monterey, Californie. Nous venons d'arriver pour de courtes vacances. Oui, partage des photos, oui. Super, on va regarder ça. N'oubliez pas, allez sur la chaîne, il y a une section communauté, et là vous pouvez partager des photos. Salutations aussi à Walter Osorio. Comment vas-tu Walter? Quoi de neuf, Walter? Et à Don Perfecto, salutations Don Perfecto. Salutations aussi à Mariano, à Daniel, non? À Mariano Sejas, Daniel, Angie55, comment vas-tu? Salut, super. Ce n'est pas grave, je te rends si c'est fait. Salut Italo, comment vas-tu? Et je suis là aussi, quoi de neuf Isa? Ibarra, comment vas-tu Isa? Quoi de neuf, salut? Et salut aussi à... Eh bien salut, dit Martin Pépé. Et alors, que pensez-vous du premier marathon de robots humanoïdes à Pékin où plus de 300 prototypes ont des répercussions de toutes sortes depuis les premiers guerriers tout-terrain? Qu'en pensez-vous? Non, eh bien c'est génial, on l'a déjà vu, c'est très intéressant parce que ce sont des compétitions qui au final servent à montrer des développements, n'est-ce pas? Et on a déjà vu ces compétitions, par exemple, de combats dans différents pays, de combats de robots et ce genre de choses, eh bien au final ils deviennent de plus en plus complexes à chaque fois, n'est-ce pas? Oui, et c'est encore plus intéressant. Courir sous forme humanoïde en plus, c'est vraiment fou, je veux dire. Parce que si c'était un robot de type automobile, bon, ce ne serait plus une nouveauté, n'est-ce pas? En ce moment, la nouveauté, c'est qu'il soit de type humanoïde, n'est-ce pas? Salut aussi à Eric. Comment vas-tu, Eric? Salut Marcella, salut à toi au Chili. Super, quoi de neuf? Salut Christy, comment vas-tu Christy? Quoi de neuf, Daniel? Fatigué, dit Mariano, fatigué. La pluie en Argentine, et ici aussi il pleut. Beaucoup de pluie, oui. Et il fait bien frais en plus, donc pluie et fraîcheur, exactement. Salut aussi à Maria Riquelme, Marcella Riquelme, comment vas-tu Marcella? Salut Marcella, très bien. Jusqu'au Chili, n'est-ce pas? Salutations. César Bautista affirme que les menaces de Trump relèvent de l'intimidation et qu'il a raté l'occasion de mettre fin à cette dictature. Il n'y a ni médiation ni solution médiatique, selon lui. Salutations César Bautista, comment vas-tu? Regardez, voyez comment est-ce le temps en ce moment par ici, il m'affiche 13 degrés et regardez, de la pluie tous les jours. C'est-à-dire dimanche, donc aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, nuageux, pluie, et des températures pratiquement hivernales. Pour Monterrey, dans le nord-est du Mexique, à cette période de l'année, non. Oui, là on se rapproche déjà du mois de mai, alors qu'ici normalement les températures sont... Enfin, on va vraiment avoir la chance que le Nuevo León soit très vert pour la Coupe du Monde, non? C'est ce que, du moins, c'est ce qu'il semble en ce moment. Salut Joël Sepulveda, comment vas-tu? Merci pour tes infos. Je te regarde tous les jours depuis Los Angeles. Salutations, Joël. Merci beaucoup. Salutations à Los Angeles, c'est génial. Salutations à la Californie. Salutations à Tapatia. Bon, Tapatia ne m'a pas salué. J'imagine qu'elle est déjà en route vers la maison. Ah, eh bien, je salue quand même Tapatia, ainsi que sa fille. Évidemment. Salutations à Ricardo Sandoval, qui nous regarde depuis le Panama. Salut, quoi de neuf? Il dit à propos du sujet de l'obésité, il dit que c'est plus une question de génétique et de manger sainement. Moi, je mange beaucoup, comme un porc, il dit, et je ne grossis pas du tout. Il dit Italo, salutations, Italo, comment vas-tu? Il dit que cela dépend de chacun, non? Chaque personne est... Super variable, non? Il dit non à Trump. Il ne lui convient pas d'ouvrir les bus. Il préfère qu'on lui achète du pétrole. Il dit Nord, santé Nord. Il dit José le sujet Nord. Tu sais ce qui se passe? Qu'ensuite, c'est une tromperie de Trump, ce sujet-là. Ah, c'est qu'ils ne vont pas manger du pétrole. Oui, ils ne vont pas manger du pétrole. Cette partie est vraie. La partie qui n'est pas vraie, c'est quand il dit « Nous n'avons pas besoin ou nous ne perdons rien », dit-il. Et ça, ce n'est pas vrai. Eux aussi achètent du pétrole aux pays arabes, parce que c'est un pétrole nécessaire pour le raffinage. C'est-à-dire, ils utilisent ce pétrole qui a une certaine viscosité pour raffiner le pétrole. Ils font des mélanges, ils achètent du pétrole. Il dit d'ailleurs, ils ont aussi besoin du pétrole du Venezuela. De l'obésité, plus la génétique et de... Moi, je mange du porc. Avant cette situation au Venezuela, ils avaient une pénurie à Houston, Texas, de ce type de pétrole. Ils en avaient un besoin urgent, et de manger sainement. Avoir du pétrole, eh bien maintenant en quantité plus importante, et regarde par hasard, eh bien maintenant le pétrole de ce sujet arrive déjà. C'est fou, non? Bien sûr, il faut du pétrole. Moi, ça met la pression. Sinon, ils s'en moqueraient, couperaient le pétrole et fermeraient le passage.
Il subit une pression à ce sujet. Il se fâche, c'est pour ça qu'il se fâche contre les Alliés, parce qu'il veut déjà le libérer. Il veut le libérer. Lui aussi, il est désespéré. Oui, ça l'arrange aussi, en fait. En réalité, l'histoire du pétrole reste floue. Beaucoup croient que le pétrole est identique partout, mais celui du Venezuela diffère. Celui du Golfe est un pétrole très pur, non? En plus, il est très facile à extraire. Ce n'est pas le même pétrole qu'au Mexique ou au Canada. Ils sont vraiment très différents. Et bon, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les 2 prochains jours, non? Tous les jours, dans 2 jours. Il continue de prolonger, non? Mais dans 2 jours, on va voir alors. Dans 2 jours, Puis encore 2 jours de plus, et ça va continuer comme ça. Voyons, à ce stade, juste comme ça pour voir si quelque chose a changé. José Luis Chavarria dit déjà « accident suspect, il semble que le véhicule est explosé ». Canon. C'est effacé. Effacé. Salutations à Ivan Alvarez, comment vas-tu? Salutations Ivana, bonjour. Regardez, le pétrole semble vouloir monter. C'est-à-dire, on dirait qu'il ne sait pas. Mais il est un peu, regardez, voyons si je peux le mettre ici. C'est-à-dire, il est monté, c'est-à-dire, la clôture de vendredi était ici. Oui. Il est monté, mais maintenant il a ouvert ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il a fermé ici, il ouvre là, mais il est indécis, il ne monte pas, il ne descend pas. Enfin, bon, il laisse les monter un peu, non? Jusqu'ici, il n'a pas beaucoup changé. Tant qu'il n'y a rien de drastique, il pourrait rester là jusqu'à savoir ce qui s'est passé. Film Machine Gun, c'est lequel? Machine Gun, oui. Oui, déjà. Et il me semble qu'ils l'ont déjà recommandé. 2026, regarde, cherche-le, voyons. Il dit, le père de non-phrase, il dit, comme la vie est ironique. Tu ne dis rien pour éviter les conflits, et tu vis en conflit parce que tu ne dis rien. Ah, bien. Elle dit, inutile d'expliquer si l'autre refuse de comprendre. Bien. Oui, on le voit tout le temps, ça. Oui, bon, la phrase est excellente. En fait, tu sais quoi? Je Je te l'ai déjà, je la garde. Salutations, dit Adrian. Salut aux extraterrestres des vaisseaux qui nous regardent. Salutations, laissez un like, oui, laissez votre like. Eh bien, si vous êtes déjà là à traîner sur Terre, alors laissez votre like. Au minimum, laissez votre like. Oui, salutations à Mariano Sejas qui demande quelle est la particularité génétique des Cubains qui sont très longévifs. Les Cubains vivent longtemps? Je ne savais pas. Les Japonais, eux, vivent vraiment très longtemps. Oui, d'après moi aussi. D'après moi, ils ont aussi une bonne longévité. Pour l'Amérique latine, je ne me rappelle pas quel pays a la plus grande longévité. Mais oui, enfin, les Japonais sont célèbres pour ça, n'est-ce pas? Les Japonais? Oui. Il dit salutations Adrian. Teresa dit comment vas-tu Teresa? Salutations. Arati dit que les dinosaures de chaque côté étaient différents. Il dit salutations à Arati, à toi Mok. Très bien. L'un d'eux sera amphithéâtre, non? Olga dit ici à Austin aussi les températures ont baissé et on attend de la pluie. Et en Colombie aussi, dit Olga. Salutations Olga. Salutations. Et Adrian dit le Mexique à l'envers ressemble à un dinosaure, la météorite lui tombe sur la tête, qui est le Yucatan. Salut Adrian. Ah, Gisela transmet ses salutations à Pépé et Astrid. Salut, comment ça va? Bonjour. Elle dit que si Trump envahit l'Iran, il aurait son pétrole et contrôlerait la planète, dit Norte. Salut Norte. Juan Carlos Sanchez dit comment ça va? Salutations à la ville de Mexico. Salut Carlos, comment ça va? Bonjour. Salut Ossia, il dit comment ça va? Il dit la salutation de Francisco Arce, comment vas-tu Francisco? Quoi de neuf? Quel Francisco? Il dit viens, ne parle plus des gardiens de la révolution qui pourraient réprimer la population, c'est fini. Il dit viens, salutations, viens. Salut Oscar. Salut aussi. Et salutations à, il dit cherche-le dans un dessin, il dit enfin. Dans un dessin. Quoi? Le Mexique, un dinosaure retourné la tête? Ah d'accord, j'avais compris ça, voyons. Oui, j'ai compris, hein, le Mexique. Quoi? Il dit « Notre boule, à cause de l'augmentation du CO2, tout le nord de l'Argentine et le Mexique verront de plus en plus de pluie dans le même phénomène qui s'est produit quand il a plu sur la planète pendant 2 milliards d'années sans s'arrêter. Salutations. » Ou tu penses que les pluies vont augmenter du Mexique jusqu'en Argentine? Du nord de l'Argentine au Mexique ou bien seulement ces 2 régions? Qui dit? Qui? Eh oui, on dirait bien. Eh oui, on dirait un dinosaure. Je ne la connaissais pas, celle-là. Je ne croyais pas ça. C'est joli. Oui, je ne la connaissais pas, la voilà. Je continue à le voir comme une corne. Mais bon, le Mexique, c'est ça, comme un dinosaure à l'envers, le voilà. Un brontosaure? Un brontosaure, non, presque caricaturé, non, mais c'est excellent. Je ne la connaissais pas, Adrienne. Il dit « Salut, viens, quoi de neuf? Qui d'autre est là-bas ?» Salut, ah, il dit, un like pour commencer à bannir les traîtres. Ce cas-là, salut. Oh, Celui-ci, il dit
Salut à Olga, salut Olga. Salutations, dit notre grand-mère. Pour la hausse du CO2, tu lui as passé le bonjour. Super, très bien. Salut ta baby. Salut à Baby Ben, bien sûr, à Baby Ben, à Bébé Yoda, non, à Baby Ben, salut. Je ne sais pas si c'est baby, baby girl ou baby boy. Juste Baby, rien de plus, excellent, salut, bien sûr. Il dit que ce pétrole est très utile pour la pétrochimie, dit notre grand-mère. Merci pour l'info. Il dit de toute façon l'Italie est une botte, ce sont des choses d'école. Bon, oui, l'Italie l'est vraiment. Formidable. Dommage qu'il ne puisse pas aller à la Coupe du Monde. Salut à Carib. Oui, il dit, je ne comptais pas commenter aujourd'hui, mais j'ai été surpris quand il a mentionné Ben. Salutations. Caribé, Bonjour. Salutations à Magico Luna. Comment vas-tu, Magico Luna? merci beaucoup Magico Luna, jusqu'en Espagne. Bonjour. Merci beaucoup, Isa. Isa. Merci beaucoup Isa, un énorme bonjour. Qui préfère une surprise? Eh bien d'accord, voyons ce qui tombe, non. Mais j'imagine que tu dois déjà vérifier, non? Alors consulte le docteur, non? Le docteur, oui, le docteur sait. Le docteur sait toujours. Il doit vérifier. Ben, c'est ton premier enfant, Ben. Salutations à Daiso. Le film, d'ailleurs, très mauvais, dit Daiso. Quel film, Daiso? Nous venons d'en voir un qui est très bon, qui s'appelle I Swear ou Swear. C'est l'histoire d'un Irlandais, de comment enfant, il développe, il commence, comment on dit? On lui détecte le syndrome de Gilles de la Tourette? Le syndrome de Gilles de la Tourette. Il commence à manifester le syndrome de Gilles de la Tourette et au début, les gens ne comprennent pas, n'est-ce pas? Elle est super belle, c'est une histoire basée sur un fait réel. D'ailleurs, il y a peu de temps, cette même personne a eu l'acteur. Non, pas l'acteur, celui de l'histoire, le vrai. Le vrai a eu un moment où il est aussi devenu très célèbre en 2026 lors d'une remise de prix parce qu'il a dit quelque chose. Oui, ils se sont beaucoup fâchés là-bas, mais c'était la faute des organisateurs qui lui ont mis le micro devant. Eh bien, il dit, on m'a dit que l'université de Russie, dit-il, a découvert le remède contre le cancer, vous savez, de faire des recherches, dit-il. Où chercher? Comment je pourrais enquêter? Moi, à cause de ma maladie, dit-il, je suis désespéré, dit-il. Salutations, Tapatia. C'est-à-dire, on va vérifier pour voir ce qu'il y a, c'est-à-dire, oui, il y a eu plusieurs développements intéressants en Espagne, par exemple, sur des questions de cancer très graves, et en Russie, eh bien, ils ont sorti le vaccin, n'est-ce pas? Un vaccin pour certains types de cancers, je ne sais pas à quel point c'est développé là-bas, mais je comprends que ça avance bien, apparemment, mais ce que tu cherches, c'est autre chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce que tu cherches, c'est un autre sujet, si tu veux, on vérifie et on regarde. Voyons voir quelles sont les dernières nouveautés sur le sujet que tu abordes, et puis on te les transmet pour que tu puisses les analyser. D'accord? Donc je t'envoie un grand salut et on va y aller. Envoie-moi un mail et on regarde ça. D'accord? Il dit à Margarita, comment vas-tu? Salutations, bien le bonjour. Et Cléo, salutations. Via Twitter aussi d'ailleurs. Il dit, et alors, comment vas-tu Marcella? Super. Il dit, le film raconte l'histoire d'une équipe de rangers de l'armée. Et tout est là, même s'il dit... War Machine, avec Alan Richardson en tête d'affiche, est sorti sur Netflix le 6 mars de cette année, réalisé par Patrick Hughes. C'est un film d'action et de science-fiction. Comment ça s'appelle? War Machine. War Machine. Et il le dit, le film raconte l'histoire d'une équipe de Rangers de l'armée américaine, dont l'exercice d'entraînement se transforme en une lutte pour la survie contre une menace mystérieuse, avec une intrigue violente et pleine d'action, affrontant une race extraterrestre. Histoire d'armée avec une intrigue violente et pleine d'action. Où l'on combat une race extraterrestre. Salutations à ST. Je cherchais quelque chose comme ça ces derniers jours, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. Oui, je l'ai vu, mais je n'avais pas envie de voir un film de guerre typique, tu vois. On en a déjà assez, quoi. Je voulais regarder quelque chose de vraiment divertissant. Je voulais voir quelque chose de divertissant, honnêtement. Enfin, oui, et celui-ci a l'air d'être un film divertissant, non? Amusant. D'accord. Je regarde la bande-annonce ici. Salut Jokonejo, c'est un excellent film Jokonejo, j'ai les mêmes goûts que toi. Excellent. Salut. Salut, bon, Eh bien, allons-y. allons-y les gars, oui, allons voir le film. N'oubliez pas que saludos. Joconejo. Salutations Adrian Tapatia. Il dit oui, merci. Je prends note ici. Salutations Sam. N'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp, sur Telegram et aussi sur Facebook, mais sur Facebook, je veux dire sur Instagram. Non, pardon. Sur Telegram et WhatsApp, on vous envoie les notifications. Merci beaucoup. Salutations Tapatia. Nous allons vérifier. Et c'est plus surprenant que tu ne le penses. Il y a un petit twist là-dedans, d'accord? D'accord. Ça me plaît.
Ça me plaît. Excellent, je connais Joe. Un grand salut à toi. Alors, eh bien, c'est génial. Merci beaucoup. Franchement, c'est vraiment beaucoup. Vraiment. J'avais besoin de quelque chose comme ça. Ce film est vraiment bon. Il est très beau. Celui de la chance, oui. Mais j'avais besoin de quelque chose comme ça, pour profiter pleinement, me détendre. Il dit « Mariano, faites des salutations. Une accolade à toute la communauté. Bonne semaine à ceux qui commencent leur lundi. Bon appétit et à bientôt. » Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous brancher sur la vérité. Ici, c'est Pépé en direct. La vérité est intense. L'insolite est réel. Ici, nous l'analysons. Approche globale, ne reste pas à l'écart. Branche-toi sur la chaîne. Pépé en direct, aux commandes du signal. Pépé et Astrid, en toute franchise. Journalisme brut, ici on respecte ça. Active l'alerte, ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui, monsieur. Nous faisons l'appel. Pépé en direct, dans la place.